chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui d'amorcer cette magnifique session et de remercier très sincèrement les professeurs Goldman et Sansonetti d'avoir réuni un panel aussi brillant de personnes pour nous parler d'un sujet particulièrement important et d'actualité qui est celui des pandémies, surtout comment améliorer le pronostic des pandémies et des futures pandémies. Alors je voulais à cette occasion-là vous montrer une diapositive qui vient de la Johns Hopkins University et qui vous montre en fait les pandémies les plus meurtrières pendant l'histoire en fonction du nombre de personnes qui sont décédées en fonction évidemment de la population existante. Alors dans les années 1300, comme vous le voyez, c'était en fait 200 millions de personnes, c'est-à-dire 51% de la population mondiale qui disparut avec la terrible peste, évidemment, dont on a évidemment énormément parlé dans la littérature. On se rappelle de Samuel Pepys, notamment à Londres, où la moitié de la population d'ailleurs de Londres est morte en 1640 de la peste. Alors la peste de Justinien, c'était évidemment un peu avant, forcément, c'est 40 millions de personnes, mais c'est donc 19% de la population mondiale. La variole, comme vous le voyez, 12% en 1500. Et puis, progressivement, on est passé à des virus. La grippe espagnole, 2,5% de la population, le sida, 0,7%, et le Covid, 0,07%. Mais bien entendu, la population mondiale avait aussi spectaculairement augmenté. Mais ceci est quand même une mesure, et je dirais une image de la formidable épopée scientifique qui a permis quand même de défendre la population mondiale vis-à-vis de ces terribles fléaux. Alors peut-être en deux mots, c'est un peu évidemment réducteur, mais c'est quand même important de rappeler l'importance de l'hygiène au XIXe siècle quand on sait que l'assèchement des marais, par exemple dans notre pays, a contribué au dernier cas de malaria à Gand en 1894. À l'embouchure donc de l'Escaut. L'hygiène de l'alimentation, bien entendu, la potabilité de l'eau. Il y a encore un certain nombre de personnes qui passent 8 heures par jour à trouver de l'eau potable et puis à la désinfecter sur la terre. Et puis l'épopée fabuleuse des vaccinations, qui sont probablement un des éléments qui a le plus contribué à réduire ces fléaux et aussi à augmenter l'espérance de vie, les antibiotiques, les antiviraux, les traitements immunitaires, etc. Et dernière diapositive que je voulais vous montrer à l'aune de cette magnifique journée, c'est que nous ne sommes pas, et ça bien entendu tout le monde en est conscient, à l'abri des nouvelles pandémies, non seulement avec de nouveaux virus, mais aussi des virus réémergents, et ça c'est seulement les virus dans toute une série de lieux du monde qui ont été répertoriés comme étant des souches nouvelles ou des virus qui sont réapparus, avec évidemment le danger qu'ils représentent. Et nous sommes aujourd'hui justement dans cette journée à discuter de tous ces aspects, tant sur le plan scientifique, immunologique, génétique, que bien entendu sur le plan sociétal aussi, parce qu'il y a énormément de problèmes d'éthique et de société autour de ces problèmes. Alors, je vais immédiatement passer la parole à les deux grands organisateurs de cette journée, le professeur Sansonetti, que je remercie pour sa présence ici aujourd'hui et pour nous faire un topo sur le programme. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Georges, monsieur le président de l'Académie, chers collègues, mesdames, messieurs. C'est un vrai plaisir d'être ici. Je voulais simplement vous dire que ce colloque a une histoire. En fait, dès le début de l'année 2020, on a commencé avec mon ami Michel Goldman à dialoguer assez régulièrement sur la situation, nos inquiétudes en particulier, cette impression de tourmente et au fond de vulnérabilité importante des populations, d'impréparation en général, et donc cette pandémie mettait une espèce de coup de projecteur extrêmement violent sur les faiblesses de nos systèmes de santé, et puis aussi bien entendu
l'espoir que la science allait nous sortir de cette ornière, et finalement, rétrospectivement, c'était véritablement la réalité. Alors tout ça, c'est un peu concrétisé avec 3 événements, je dirais. Le premier, c'est que dans le courant de l'année 2020, nous avons célébré ensemble le 100e anniversaire du prix Nobel de Jules Bordet. Ça avait été une très belle expérience, c'est un trésor finalement franco-belge, mon chéri. Mon élection et celle d'un certain nombre d'autres, comme Jean-Laurent Casanova à cette Académie royale de médecine, s'est dit qu'il fallait peut-être en faire quelque chose au-delà des honneurs que ça pouvait représenter. Et puis surtout, dès le mois de septembre 2020, des rumeurs insistantes sur le fait qu'il y aurait probablement des vaccins disponibles dès la fin de l'année, quelque chose de totalement inédit. Et ça a vraiment cristallisé l'idée qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Donc on s'est mis ensemble avec le Collège de France, avec le Collège Belgique, avec les académies royales de sciences, de médecine, pour essayer finalement de commencer à communiquer vis-à-vis de nos collègues, éventuellement plus largement de nos concitoyens en général, sur ses faiblesses, sur ses vulnérabilités, et puis aussi bien entendu sur ses espoirs que la science mettait à notre disposition, d'autant qu'on commençait en particulier dans mon cher pays à entendre des choses parfois pas tout à fait acceptables pour nous en matière de risque de ces vaccins qui n'avaient pas été testés suffisamment et ainsi de suite. Donc on reviendra bien sûr largement là-dessus. Alors on a organisé, puisqu'on était sous la menace permanente des confinements, 3 webinaires. Ça a été le système qu'on a mis en place. Le premier dès le 15 janvier 2021 sur finalement les inégalités à l'échelle de risque de ce virus, et puis ce virus comme vecteur d'inégalité. On a coordonné avec Michel ce premier webinaire. On en a eu un second, je pense que c'était le 23 juin 2021, co-organisé par Philippe Aguillon et par Mathias de Watripon sur le risque économique, les risques économiques liés à la pandémie. Et puis le troisième, le 17 septembre 2021, qui était co-organisé par Samantha Besson et par Justine Lacroix sur les droits humains à l'épreuve de Covid-19. Donc voilà ce qui a été finalement concrètement nos interventions. Et au fond, aujourd'hui, maintenant que la parenthèse Covid-19, en tout cas sous sa forme pandémique, s'est fermée officiellement par l'OMS depuis mai 2023, même si le virus continue à circuler, on en est tous bien conscients, il était temps peut-être de faire une sorte de bilan, de débriefing, un peu critique éventuellement de ce qui s'est passé pendant ces années Covid, comme on les appelle maintenant. Et c'est finalement, si vous lisez le programme, un peu la trame de ce qui a été pris en considération. On va parler bien entendu de ce que moi je considère, et beaucoup considèrent comme la star de cette pandémie, c'est-à-dire la vaccination, mais aussi de programmes et de sujets plus larges, en particulier tout ce qui concerne la santé globale, l'innovation thérapeutique, l'innovation vaccinale, bien entendu, étant comprise dans tout ça. Donc voilà finalement, en quelques mots, l'historique de ce colloque aujourd'hui auquel on est, Michel et moi-même, très attachés et ravis de voir qu'il a finalement pu se concrétiser. Donc je voulais bien sûr remercier nos hôtes ici, dans cet endroit magnifique, remercier les intervenants. Les intervenants, c'est bien de se revoir à cette occasion. Remercier Michel pour sa complicité amicale au fil des années. Et puis bien sûr remercier Vanessa Costanzo pour nous avoir finalement suivis et fait confiance tout au cours de cette aventure et nous avoir finalement inoculé son enthousiasme que dans l'occurrence je qualifierais de contagieux. Merci beaucoup.